Je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais je vais commencer. Il faut resituer quand même le contexte de cette opération de restauration du bras nord dans l'histoire générale de la cathédrale. Ici, vous voyez un plan de Nantes au XVIIIe siècle. Donc, on voit ici la ville médiévale de Nantes, qui est bordée par un affluent de la Loire, l'Erdre à gauche, et la Loire au sud. Et dans la partie est de la ville, sud-est de la ville, en fait face aux États du Royaume de France, le château des Ducs de Bretagne, et un peu plus haut, dans la partie centrale, dans la ville romaine, bordée à l'est par la muraille gallo-romaine, la cathédrale dans l'état dans lequel elle était au XVIIIe siècle. On voit très nettement une grande cathédrale à 3 nefs et chapelle latérale qui est gothique dans la partie gauche, et puis l'inachèvement de la cathédrale, que vous verrez un petit peu plus loin, et donc la partie romaine qui était conservée de l'église du 10e, 12e siècle à droite. Voilà, un petit peu avant ce plan, un dessin de Collignon qui montre une vue de Nantes, dont j'ai pris un extrait qui montre la cathédrale, et où on voit les deux tours occidentales, l'ensemble de la nef, l'amorce du transept, du bras sud du transept, la tour de croisée, qui avait été réalisée sur la tour romane par l'architecte, le premier architecte de la 4e cathédrale, donc voulu par Jean IV, le duc Jean IV de Bretagne, l'avant-dernier duc de Bretagne, et confié à Guillaume de Dommartin-sur-Yèvre, qui était l'un des architectes du duc de Berry, architecte du château de Mehun-sur-Yèvre, architecte aussi de la grande salle ducale et de la fameuse cheminée de Poitiers, et qui ici a conçu le plan magistral de cette cathédrale, qui est resté malheureusement inachevé après 2 siècles de chantier, avant la deuxième grande partie de travaux post-révolutionnaires. C'est aussi c'est donc lui, je pense, on pense, qui est l'auteur de ce plan. C'est lui qui serait l'auteur général des 2 grandes tours du Massif occidental, de l'ensemble du Massif occidental, et de la première travée qui a été exécutée, aidé par un autre architecte qui s'appelle Mathelin-Rodier, qui lui venait de Tours, qui aurait travaillé à la cathédrale de Tours, et qui aurait pu, je cite un article de mon père de 1976, participer, notamment par sa vision des tympans des portails qui étaient complètement ajourés à Nantes et qui donnaient une grande élégance à la partie inférieure de la façade. On voit l'état après la Révolution, au tout début du XIXe siècle, avec toujours cette cathédrale inachevée. Je continue un peu plus en détail. On voit l'abside romane ici, la tour de croisée gothique élevée par Guillaume de Dommartin, le bras sud du transept terminé au XVIIe, et l'amorce du bras nord du transept, avec les arcs-boutants du bas-côté et des chapelles qui couvrent les bas-côtés et les chapelles nord. Une autre vue du nord, où l'on voit l'importance de ce massif occidental, ces tours qui donc donnaient une façade à 3 porches, mais il y avait 2 porches latéraux qui étaient aussi extrêmement élaborés dans leur sculpture. On voit ici ces grands piliers, ces grands contreforts d'angle qui étaient couverts de niches, qui recevaient elles-mêmes des grandes sculptures qui ont toutes été détruites en 1793, ainsi qu'on le verra cet après-midi, l'ensemble des clés de voûte aux armes des ducs de Bretagne et aux armes de France. Ah, pardon, je me trompe de... Voilà. Ici, le relevé de l'architecte Suette, ça s'écrit S-E-H-E-U-L-T, qui est un architecte assez connu nantais, qui a construit un très bel hôtel particulier, probablement le plus beau du début du 19e, dans cette ville, et à qui on a confié vers 1830 la charge de compléter
le grand plan de Guillaume de Dampmartin et donc de détruire les vestiges de la cathédrale romane. On voit donc ici le plan de cette cathédrale gothique qui est très beau. Je suis désolé parce que cette image ne montre pas les portails du massif occidental, mais on voit que c'est un plan extrêmement régulier, très élégant, très mécanique dans son développement. Et on voit ici l'arrêt avec les piles de la croisée, on voit le dessin des piles gothiques en gris, et on voit le dessin des piles romanes, ici, qui sont masquées, qui ont été masquées par une sorte de grand arc de triomphe à la Renaissance, dont je ne vous ai pas apporté le dessin parce que ça me semblait mineur. Et on voit ici l'amorce du déambulatoire avec le chœur roman. Et enfin, la fin de ce plan qui, évidemment, traverse la muraille gallo-romaine qui n'est pas très bien située sur ce plan-là. Ça, c'est un plan chronologique qui a été fait par mon père pour cet article de 1976, où on montre, en gros, la fin de la cathédrale pré-révolutionnaire. Ce plan ici est au niveau de la crypte, qui daterait du Xe siècle, le début de la troisième église nantaise, de la troisième cathédrale nantaise, celle-ci étant la quatrième. Et puis ici, en jaune, c'est un peu schématique, toutes les parties qui ont été construites au XIXe siècle. Il faut savoir que cette indication rouge de l'amorce du mur ouest du bras nord du transept ne vaut que pour les parties inférieures de cette élévation, et que le reste a été construit, selon toute vraisemblance, au XIXe siècle par Suette. Ici, on voit un dessin intéressant qui montre la coupe sur la croisée, où on voit cette tour de croisée couverte par une coupole, développée dans une partie gothique. Et en fait, la cathédrale romane de Nantes était une grande église à fil de coupole, comme Fontevraud. C'était l'un des exemples les plus septentrionaux de ce développement architectural qui vient de l'Aquitaine, et dont on trouve aussi, je crois, un exemple à Laval encore, à la cathédrale de Laval. Mais donc, tout ça, évidemment, a disparu dans le projet de construction, de finition de la cathédrale par Suette. Ici, on voit ce projet, qui est un dessin à la fois assez complet, mais en même temps, d'une certaine manière, un petit peu simplifié. Il est quand même très intéressant parce qu'il montre l'intention de terminer cette église dans la continuité parfaite, la plus parfaite possible, de ce qui avait été engagé par ses prédécesseurs. L'architecture, on le sait, la construction de cette cathédrale s'étant arrêtée vers le XVIIe siècle. À cette époque, vers 1626, il y avait une visite de Louis XIII assez longue, un séjour assez long, et de Richelieu, qui se situait dans le cadre un peu de la fin des guerres de religion, du siège de La Rochelle, etc. Et la question, vers 1650, je crois, a été posée à Levaux de savoir ce qu'on faisait de cette cathédrale, et Levaux avait confirmé, architecte du roi, qu'il fallait terminer le plan magistral de Guillaume de Dampmartin. Donc, Suette reprend ce travail, et alors c'est quand même assez étonnant parce qu'on voit des expressions qui sont assez différentes, qui proviennent du dernier état de cette façade gothique encore, mais terminée au XVIIe siècle, notamment le couronnement des culées d'arc-boutant, qui n'est pas gothique, alors que les parties supérieures de la nef, qui ont été peut-être terminées un peu avant, avaient, elles, ces motifs d'architecture 15e assez typiques, avec des choux fleuris, etc., des accolades, et donc vocabulaire qui est repris par Suette pour toute la partie orientale, à partir du mur ouest du bras nord du transept. On voit aussi une chose qui va être importante dans le développement de ce que je vais vous montrer, c'est que Suette ne concevait pas une architecture qui ne soit pas complètement décorée et sculptée. On voit ici le porche nord de Saint-Donatien, dédié à Saint-Donatien et Saint-Rogatien,
avec ce dessin de tympan ouvert, mouluré, qui était très vraisemblablement déjà une prévision de restauration de Suette, mais qui n'a pas été exécutée. Et on va s'apercevoir un peu plus loin que si la cathédrale a été terminée du côté est, et elle a été terminée essentiellement entre 1866 et 1891 par l'architecte Sauvageot, qui était le premier architecte des monuments historiques à intervenir sur le château de Nantes aussi, à côté, eh bien, la partie occidentale pré-révolutionnaire, elle, n'avait quasiment pas été restaurée. On voit ici un détail de ce bras nord du transept avec les amorces à droite de la nef et à gauche du chœur, et puis cette architecture qui reconduit de manière rigoureuse le schéma préexistant. Ici, on voit les baies qui éclairent le triforium et le niveau qui couvre à la fois les chapelles latérales et les bas-côtés, et qui étaient couverts en terrasse à l'origine. Et puis, les motifs de balustrade qui ferment ces terrasses et qui ferment également, protègent les gonds de la toiture. On voit que les corniches ont de grands motifs de développement de choux. On trouve les mêmes d'ailleurs au château de Nantes. Et puis, de manière un peu simplifiée ici, par rapport au dessin précédent, l'échelonnement des niches et des pinacles qui ornent la face des contreforts. Voilà la cathédrale dans une photo du début du XXe siècle, ou de la fin du XIXe, de la collection Mieusement, qui montre l'achèvement de Suette, qui ne reprend pas le parti de couverture en terrasse cependant, mais qui crée des pavillons sur l'ensemble des chapelles latérales du chœur. Et puis on voit cette architecture qui est extrêmement développée, fasciculée, déjà avec son détail, et malgré une photo vue de loin, on voit l'importance de la modénature, et notamment de ces profilés de colonnettes qui sont ininterrompus, il n'y a pas de chapiteaux, de nervures plutôt, que les tailleurs de pierre appellent en nez de cochon, étant donné leur forme qui est terminée et tronquée par un plat. Et on voit à droite la différence entre les balustrades fin XVIe, début XVIIe, qui couvrent le mur goutreau de la nef, et puis celles qui sont reprises dans un style néo-gothique. Donc on essaie de revenir plus près du XVe siècle dans la fin des travaux de la cathédrale réalisés par Suette et puis par Sauvageot après. On voit aussi également cette architecture de pinacle très, très élégant qui s'érige et qui pointe et qui découpe la silhouette de la cathédrale vers le ciel. Et par contre, d'une certaine manière, la perte de ces éléments de décor qui ont déjà 4 siècles d'existence sur la façade occidentale de la cathédrale. Et ça, c'est aussi l'histoire du tuffeau que racontait Dominique Latron. Plus loin, on en parlera peut-être un peu plus tard ou cet après-midi. Voilà une autre photo qui montre le portail sud avec ce projet de Suette et qui montre d'une certaine manière l'inachèvement du portail sud et qui était pratiquement l'état dans lequel nous avons démarré cette étude. À côté de ce portail sud inachevé, la partie centrale, non sculptée, non ornée, puisqu'en fait, indépendamment de la statuaire, l'ornementation courante du XVe avec sa chevronnière, ses choux, ses pinacles, etc., fleurons, aurait pu être réalisée, à défaut d'un programme iconographique permettant le développement de la statuaire. Ici même, on s'aperçoit que les parties reconstruites ont été laissées inachevées. Pourquoi ? Peut-être parce que finalement, cette partie-là a été terminée un petit peu plus tard ou qu'il y a eu un défaut de moyens à un moment donné. On voit ici que le gable de la toiture n'a pas été, le grand pignon de nord n'a pas été non plus réalisé. Et que par contre, plus on monte, malgré tout, plus on trouve cette ornementation qui s'installe. Et la grande fenêtre du pignon nord n'est pas non plus terminée, y compris les jambages et l'arcature qui sont restés épanelés.
alors que la galerie qui relie les éléments du triforium elle-même est ornée dans la partie basse des remplages. Ça, c'est pour vous montrer l'état de la nef dans les années 70, au moment où mon père est intervenu sur la cathédrale. Et on voit bien la dégradation extrême de la modénature des jambages des baies, sans parler du reste. On voit que les amortissements en pied des nervures sont à peine lisibles et bon, il reste très très peu de matière. Alors, pourquoi? Très probablement parce que le tuffeau n'a pas été entretenu pendant des siècles, ça on en parlera effectivement, et ça a engendré des pertes de matière absolument gigantesques. C'est un matériau qui doit à mon avis absolument être protégé, et qui l'a été jusqu'au XIXe siècle, quand on entretenait et qu'on avait les moyens de le faire, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas à la cathédrale de Nantes, et qui, j'en suis quasi persuadé actuellement, mais bon, ça n'est pas une preuve scientifique, a commencé à être abandonné du fait que c'est une pierre qui est tellement facile à tailler qu'on arrive assez vite à avoir des appareils de pierre et une stéréotomie presque parfaite avec ce matériau, et qu'à l'époque de Monge, avec l'invention de la géométrie descriptive, on a fait un idéal de l'appareil de pierre qui n'existait pas auparavant. Et dans le cadre, je pense, de bon nombre d'opérations de restauration du XIXe siècle, on a abandonné toute idée de protection des tuffeaux. Et des pierres de toute façon en général, mais en l'occurrence ici des tuffeaux, abandonnant cette pierre à des phénomènes dans un pays très soumis aux intempéries multiples dans la journée, au cycle soleil, pluie, vent, etc., et donc au cycle d'évaporation, à des cycles d'imbibition, séchage, très très délicats pour la conservation de la pierre. Notamment parce que ça crée un plan de stress à quelques centimètres en retrait au niveau de la rupture entre la zone humide et la zone sèche, qui crée ce phénomène de déplaquage. Malheureusement, tout ça n'est pas... Ce que je vous dis, c'est un petit peu empirique et de l'ordre de l'observation. Je continue, pardon, Benjamin. Voilà encore l'état de ces contreforts dans les années 70. Voilà le relevé, qui est un relevé de géomètre fait par Art Graphique et Patrimoine de ce pignon, qui montre bien l'épannelage, je ne reviens pas là-dessus, l'état des tuffeaux. Donc tout ce qui est en vert un peu prononcé et en tuffeau quasiment mort, donc il y a eu énormément de changements de pierre, et les parties en gris épannelées étaient aussi en relativement mauvais état, parce qu'on s'est aperçu que l'épannelage, loin de conserver la pierre, était à l'origine d'un certain nombre de fragilisations. Voilà la vue de ce bras sud du transept, qui finalement n'est pas très différente de celle que je vous ai montrée en noir et blanc un peu avant. On voit bien toutes les parties épannelées dans la partie sud, et puis les parties qui sont partiellement ou complètement sculptées, pas dans la partie sud, dans la partie inférieure, dans la partie supérieure. Même chose pour une vue du nord-ouest. Et ici, on voit ce qui pourrait être les derniers éléments fin 16e, 17e, de la construction pré-révolutionnaire. Et donc c'était dans un état tellement dégradé, avec de telles pertes de matière qu'on n'était même pas apte à vraiment restituer les formes qui avaient disparu. Ici on voit le portail laissé dans son état inachevé par Sweat, avec, quand on regarde le tympan vitré, dans la même logique que celle des tympans vitrés de la façade ouest, la volonté assez certaine de terminer ce projet de façon complète avec probablement de la sculpture. On voit bien tous les volumes qui sont réservés pour la sculpture qui sont ici. Toujours la même photo. Les bases en granit qui sont typiques de la cathédrale de Nantes, mais qui, là aussi, ont été continuées, qui montrent un peu la base d'un parti peut-être destiné à construire en granit et qui s'est terminé en calcaire.
Donc ici, on a une pierre qui n'est pas du tuffeau, qui est une pierre plus dure, probablement une pierre qui vient de Saint-Savinien, dans de carrière de la Charente, avec laquelle on a beaucoup construit en parallèle avec le tuffeau à Nantes, et qui a souvent été utilisée pour les parties les plus fragiles, notamment tout ce qui était meneaux, traverses, appui de baie, parfois linteau, etc., base de jambage. Toujours cet état, toujours le même état avec la partie qui est, elle, construite en tuffeau avant 1793, enfin 16-17e. La partie haute, toujours avec ses épanelages, et puis les parties terminées par Suette et Sauvageau, et le pignon qui a été, lui, construit après l'incendie de 1970 par mon père, au moment de la grande restauration des toitures. Ici, on voit la façade la façade est du bras nord du transept, et on s'aperçoit que ces baies n'ont pas non plus été terminées. Les remplages sont terminés, les décors des archivoltes sont terminés et sculptés. Par contre, les jambages sont simplement épinelés. Et ce n'est pas un ravalement qui a fait cet état, qui a donné cet état, c'est simplement l'état d'épanelage qui est lui-même dégradé dans sa substance. Ça, c'est pour montrer deux éléments du chevet de la cathédrale qui montrent qu'on avait bien partout ailleurs, c'est le projet de Suède terminé par Sauvageau, cette modénature qui était réalisée dans les baies. Voilà, de la même manière, le bras nord du transept, façade ouest, avec les archivoltes qui ne sont pas terminées et l'épanelage des jambages non sculptés, non taillés non plus. Et donc le parti qui a été arrêté après une discussion avec l'inspection générale a été une sorte de parti un peu mixte qui semblait relativement raisonnable. En fait, l'idée, c'était, puisqu'on avait des épanelages qui étaient en très mauvais état du fait de la mauvaise conservation des tuffeaux, que de toute manière, ces pierres n'étaient pas conservables parce qu'elles avaient perdu plusieurs centimètres de matière, et qu'aujourd'hui, même quand on a des éléments sculptés qui sont déplaqués de quelques centimètres, on ne sait pas malheureusement comment les conserver et les réinstaller dans l'architecture in situ. Eh bien, c'était de restituer le dessin de ces jambages et donc de redonner à ces baies la modénature qu'elles auraient dû avoir dans la logique de l'architecture 15e reconduite par les architectes du 19e. Ça valait pour les baies du triforium également, dans la partie inférieure. Ça valait pour les parties hautes, quoique dans les parties hautes ici, une partie des pierres soit neuve et une partie est conservée et simplement nettoyée, dessalée, traitée avec un badigeon d'harmonisation pour intégrer les éléments neufs aux éléments anciens et ensuite consolidée au silicate d'éthyle. Donc la consolidation dont parlait Dominique Latron tout à l'heure. Donc il y a partout où les éléments de sculpture étaient conservables, on les a conservés. Et on a retaillé une partie des éléments épinelés. Vous voyez ici, à gauche, un pinacle qui est plaqué contre un contrefort, avec ces éléments qui sont des éléments de calcaire dur, ce ne sont pas des éléments de tuffeau. À droite, je ne suis pas certain que ce soit un pinacle retaillé ici, mais dans la mesure du possible, toutes les pierres en état conservable, eh bien, on leur a apporté la modénature qui leur manquait. On voit ici pourquoi l'épanelage, finalement, à contrario d'une pierre de taille traitée, sculptée, n'est pas favorable à la conservation de ces pierres, puisque, il ne faut pas que je termine assez vite, puisque finalement on a des rétentions d'eau partout. Sur tous les éléments de sculpture, on a des rétentions d'eau et on a évidemment une altération qui est créée. Ici, on voit des pierres qui ont été retaillées. On voit bien ici le nerf de la façade. Et puis, ici, bien, un élément qui a été réincrusté et traité dans cette zone-là. Les balustrades ont été conservées, nettoyées et consolidées.
les corniches aussi dans la partie haute. Et puis la partie basse, eh bien, a fait l'objet d'interventions différenciées. Tout le portail a été conservé dans son état épanelé, pour la bonne raison qu'on n'avait aucun élément aujourd'hui justifiant la volonté réelle, peut-être qu'on n'a pas eu assez de discussions avec l'évêché à ce sujet, de la mise en place d'un programme iconographique. Encore faut-il qu'on soit en mesure réellement de l'exécuter de façon compatible avec ça, et c'est un problème qui n'a pas été complètement évoqué, en tout cas avec cette architecture néogothique. Ici, on voit un élément de balustrade qui était agrafé au contrefort au contrefort nord du transept, et donc de cette balustrade-ci, et qui a fait qu'on a découvert en cours de chantier, puisque tout ça a été masqué par des protections au départ et qu'on n'avait pas pu le voir au moment du relevé, et donc qui a permis de procéder à la restitution de cette partie. Donc voilà, en fait, c'est une chose qui est relativement simple, un parti qui n'est cependant pas extrêmement pur et qui est un peu, on pourrait le qualifier d'opportun à la meilleure conservation du lieu et à peut-être une certaine harmonisation des parties hautes de l'édifice. Donc sculpture, taille et restauration selon les modèles 15e prolongés par les architectes du 19e, sauf pour la partie inférieure, où là, on a reconduit l'épannelage en attendant peut-être un chouette projet à venir. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc on voit cet état. Et très rapidement, je vous montre l'état de la façade ouest de la cathédrale. Avant restauration, on voit les dessins de miosement, on voit les gables inachevés. Toutes les deux parties latérales ont été réalisées par mon confrère Hervé Chouinard sur son étude, après une première restauration dans les années 70 par mon père, et j'ai continué les travaux sur son projet. Donc on voit ici des gables et les tympans qui étaient partiellement dégradés et qui ont fait l'objet de ce parti de restauration. Ici, il n'y avait plus du tout les éléments de remplage de ces tympans ajourés. Voilà l'état après nettoyage et restauration de la tour, et après la restauration qui a été faite par mon père de ces remplages dans les années 75. Et donc, on voit ici une vision un peu plus générale. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pierres qui ont été changées dans toute cette partie-là, que tout ce qui a pu être conservé, même mutilé, l'a été, et que dans les arcatures des portails, évidemment, sur la sculpture, eh bien, rien n'a été fait. On n'a pas remplacé les éléments de sculpture disparus. Les seuls éléments sur lesquels il y a eu un travail étaient les éléments des gables. On voit ici une photo plus ancienne avec cette sculpture extrêmement élaborée et raffinée, et notamment toute cette architecture de dais qui protégeait chaque scène, et dans lesquels on a découvert, avec le nettoyage, qu'il y avait des inserts d'ardoise dans une architecture miniature gothique très très raffinée. Voilà l'état, dans les années 70, d'un certain nombre d'éléments de cette sculpture. Donc là, il y a eu surtout un travail de conservation qui a été réalisé, et très ponctuellement, quelques éléments de compléments, de réinserts, de petites plaquettes d'ardoise et de tailles de pierre pour restituer des éléments et conserver certains éléments et protéger certains éléments de sculpture. Donc ça a été fait à minima, sans aller dans tout le détail du décor qui avait disparu. Voilà. Pour le reste, c'est un travail après évidemment dessalement, nettoyage, dessalement, nettoyage au laser et à la micro-abrasion, un travail de biominéralisation qui a été réalisé avec l'assistance du laboratoire de Champs-sur-Marne. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Bon, je vais vous introduire un peu le sujet. Donc je voudrais vous parler d'une restauration extraordinaire de 1825 que Pascal Prunet connaît bien parce que je lui ai succédé sur ce monument. Il s'agit de la Porte Noire à Besançon, qui est un arc de triomphe romain du IIe siècle,
qui a été construit après des troubles dans la région et qui a pour caractéristique d'être absolument couvert de sculptures mythologiques qui reprennent l'ensemble du cycle mythologique. Cet arc a été étudié de très près par Hélène Walter, qui est professeure à l'université de Besançon. Et donc, cet arc était très mal situé. Il se trouvait sur la route de la citadelle militaire de Besançon, et donc en fort mauvais état. Et en 1819, il était extrêmement menacé, puisque une petite commission d'experts disait ceci: nous pensons que la conservation de cette ruine telle qu'elle est ne peut être que d'un faible intérêt dans l'état d'obstruction et de mutilation où elle se trouve. Il n'y aurait donc que deux parties raisonnables à prendre: ou la restaurer complètement, sous-entendu la démonter et la reconstruire, ou de la faire disparaître entièrement pour débarrasser le passage indispensable. Et c'est voilà, formidable, la Porte Noire. Donc voilà notre petit quartier. Vous avez ici la cathédrale de Besançon, et la Porte Noire se trouve exactement ici, sur cette voie qui mène de la ville de la Boucle jusqu'à la citadelle. En dessous, vous voyez que cet arc de triomphe romain a été intégré dans les murailles du Bas-Empire, puis elle est devenue porte de ville avec une coiffée d'une tour médiévale, ce qui est assez classique pour les portes romaines. Et voilà l'état où elle se trouvait donc à ce moment fatidique de 1819 où elle était menacée de démolition. Vous voyez qu'il ne restait plus grand-chose. En gros, il restait un pied droit, l'arc, et une partie de l'entablement. Alors, en 1823, face à cette offensive contre cet arc, un très jeune architecte, Pierre Marnotte, qui était architecte de la ville, nommé peu avant architecte de la ville, il prend une initiative de son propre fait, et il propose au préfet une restauration. Le préfet, c'est Jean-Marie Milon, et il mérite d'être cité, ces deux personnes, parce qu'ils ont vraiment sauvé la porte. Personne n'en voulait, la municipalité n'en voulait pas. Les seuls qui ont porté le projet, ça a été ce jeune architecte, Pierre Marnotte, le préfet et l'Académie de Besançon. Et Marnotte a eu une très bonne idée. Il a fait un long discours devant l'Académie de Besançon, quelques 50 ans plus tard. Voilà. Il faut préciser aussi qu'il a attendu à peu près le même temps pour être payé. Il a travaillé sans être payé, il y croyait vraiment. Alors voilà Pierre Marnotte, ce jeune architecte. Et voilà notre porte après restauration de Marnotte. Donc vous voyez par rapport aux images précédentes que Marnotte a tout simplement reconstruit complètement ce pied droit, et il a conservé en place l'ensemble des éléments romains conservés. Il a réussi à supprimer l'encombrement des maçonneries de l'arc et supprimer également la partie supérieure. Alors, il a agi comment? Il a agi dans une condition administrative tout à fait incroyable, c'est-à-dire qu'il a pu démarrer en 1825, le préfet lui a fait confiance, avec un appareilleur et 2 maçons et un manœuvre en régie. En régie, voilà, bourse ouverte, il pouvait y aller. Par contre, il a été payé très très tard, lui, des très nombreuses années plus tard. Alors voilà ce qu'il nous dit. Sur le stylobate, je rétablis 2 colonnes de l'ordre inférieur qui n'existaient plus, mais je les restituais rustiquement, ainsi que les jambages de l'arc derrière les colonnes, en simulant grossièrement les sculptures aux endroits où ils s'en trouvaient, ou en les rattachant à quelques débris antiques que j'avais pu conserver. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Vous voyez toute cette partie-là, c'est une évocation de l'arc romain, avec une mouluration approchée, mais absolument pas mimétique, et avec des épandelages très simples qu'on va voir d'un peu plus près. Vous avez ici, par exemple, le pied droit romain parfaitement conservé et le pied droit Marnotte, et tout ça, ce sont uniquement des épandelages. Alors, on peut se poser une question, pourquoi épandelage? Peut-être parce qu'il n'avait pas de sculpteur sous la main, peut-être par choix, on espère par choix. En tout cas, le résultat est là, et il est absolument remarquable. La porte sur l'arrière, là, il a dû boucher complètement la porte romaine parce qu'elle était en trop mauvais état, elle avait brûlé. Donc on a un simple parement de moellon. Et voilà l'interprétation Marnotte. Donc vous avez en haut le chapiteau romain dans un état un peu critique, et en bas le chapiteau Marnotte. Vous voyez combien il a su retrouver le volume sans pousser la restauration. Au premier coup d'œil, on sait très bien que c'est une restauration évocation. On a procédé à quelques moulages qui ont été conservés dans une des églises de Briançon qui sert pour le musée. Donc vous avez là le moulage des éléments tels qu'ils ont été
déposé au 19e. Et voilà ce pied droit en place. Donc là, vous avez à peu près 50% de sculptures romaines dans la partie gauche et 50% d'épannelage. D'épannelage 1825. C'est absolument extraordinaire parce qu'à 10 mètres, on ne voit rien, à 5 mètres, on voit tout. On peut lire absolument le rapport entre la restauration et l'intervention récente. Alors, cet arc se trouvait en très très mauvais état quand Pascal l'a étudié, quand je l'ai étudié aussi. Et vous pouvez voir tout de suite qu'il a été consolidé par des éléments métalliques, en particulier cette bague de métal autour d'une colonne. C'est une des caractéristiques de cette restauration. Vous apercevez aussi en bas à gauche une barre métallique que Marnotte a mise en place. Alors, l'une des choses les plus extraordinaires chez Marnotte, c'est la façon extrêmement sensible, vraiment artistique, avec laquelle il a procédé à ces restitutions. Plus on approche du vestige romain conservé, plus il est précis dans sa restitution mimétique. Là, par exemple, la voûte que vous voyez en caisson, elle est totalement du 19e siècle. Il n'y a pratiquement pas un caisson romain, il en a déposé 2 au musée, mais pratiquement tous ces caissons sont complètement du Marnotte, avec le centre des caissons qui est épannelé simplement. Dans l'arc lui-même, il a gardé les pierres anciennes, il y en a quelques-unes, toutes les autres sont de sa main. Et Marnotte nous dit quelque chose de tout à fait extraordinaire sur ces éléments métalliques. Voilà ce qu'il nous dit. Je n'ai pu adapter au nouveau que les sculptures de l'archivolte en les boulonnant en tête, puis j'ai fait tailler dans de nouvelles voûtes des caissons, en même qualité et de même forme que les anciens, dont je n'ai pu conserver que 2 spécimens qui sont déposés dans les fragments d'architecture au musée. Donc il nous explique bien qu'il a pris le choix de la consolidation métallique, et avec des tirants impressionnants, puisqu'ils traversent l'arc et ils reprennent avec une pente d'à peu près 45 degrés, ils reprennent complètement l'archivolte de la face nord, la face avant en quelque sorte. Et chance inouïe pour nous, c'est du métal de 1825, donc il s'est extrêmement bien comporté quand on a restauré. Il n'y avait aucun désordre dû à ces éléments métalliques. Rupture entre les éléments restaurés et les éléments anciens, là aussi vous le voyez dans l'entablement. Là, on s'éloigne un peu des éléments très bien conservés, donc Marnotte progressivement passe à des choses très lisses, très simplifiées. Enfin, sur le pied droit arrière de l'arc, on a une colonne romaine impeccablement conservée à gauche et l'approche Marnotte, sensible, épannelée à droite. Protection métallique assez ancienne, en plomb, qui évidemment a été soigneusement repensée, reprise. Et enfin, l'état des sculptures. L'état des sculptures était assez catastrophique. On a eu quelques petits problèmes d'études. La ville n'était pas prête à faire tout ce qu'il aurait fallu faire, mais on a pu avancer en étant très soutenu par le laboratoire de recherche de Champs-sur-Marne et en la personne ici de Jean-Didier Mertz, qui connaît l'édifice depuis très longtemps. Donc voilà, c'est l'état des sculptures. Sous la crasse, on avait même du mal à voir qu'est-ce qui était de la dégradation, qu'est-ce qui était de l'épannelage Marnotte. Voilà l'état. Un état tout à fait impressionnant. Alors, la DRAC avait pris une décision excellente, c'était de couvrir la porte et de dire en attendant qu'on puisse faire un chantier, puisque ça traîne un peu, on fait un échafaudage de sauvetage et la ville est venue à poser une bâche qui, pour une fois, n'a ni montre ni téléphone portable. Et donc, ça a permis de protéger et de faire les analyses, de faire les projets, de réfléchir. Je crois que c'est une excellente chose. Un édifice, rien ne vaut les tôles pour le sauver. Ça le sauve et puis après, ça fait réfléchir. Éventuellement, ça accélère un peu le processus. Alors, comment les décisions ont été prises ? On avait là la DRAC très présente sur son monument, Jean-Didier Mertz, donc du laboratoire de recherche des monuments historiques qui suit le monument depuis toujours, l'inspection générale qui est venue et le professeur d'université, Hélène Walter, qui connaissait la porte très très bien. Donc c'est ces personnes qui sont réunies à Besançon et c'est dans un tout petit colloque, une toute petite commission informelle que les grandes décisions ont été prises. Et cette décision, quelles ont été ces décisions ? C'était très simple, c'était de restaurer la restauration, de dire Marnotte, c'est absolument extraordinaire, il faut le restaurer sans y toucher, le moins possible. Et le seul débat qui s'est posé, c'est de savoir s'il fallait supprimer
la barre métallique qui supportait en quelque sorte l'entablement et qui est un tout petit peu gênante dans la lecture des sculptures romaines. Et il a été décidé là aussi de la conserver, ce qui était, je pense, vraiment la sagesse. Donc restaurer la restauration ne touche à rien. Alors, les traditionnels essais, nettoyage au laser, évidemment, là on était vraiment dans le plus précieux du plus précieux. Évidemment, les consolidations silicate d'éthyle, les différents états géologiques, altérations et propositions. On a mis l'arc en observation parce qu'il y avait des fissures tout de même un peu inquiétantes, donc mise en observation sur un certain temps pour voir l'effet de la restauration. On a passé un tirant au niveau de l'entablement pour essayer de redonner un peu de rigidité à la partie supérieure de l'arc. Et voilà, alors on essaie d'avoir évacuation de l'eau directe et que l'eau ne ruisselle pas sur le monument avec un chéneau un peu dissimulé pour qu'il y ait vraiment le minimum d'eau sur le monument. Et voilà, un petit joint creux pour dégager le pied d'arc. On aurait aimé éventuellement aller plus loin, mais la ville n'a pas souhaité le faire parce que l'arc descend un petit peu sous le niveau de la chaussée. Et voilà, on est là dans la restauration. Vous avez ici pratiquement une des rares pierres qu'on ait remplacées. On en a remplacé pas plus que 4 ou 5. Donc ici, on s'est dit là, il faut tout de même combler le trou. On a essayé de respecter les panelages Marnotte. Voilà. Ici, une fois restauré, on voit très très bien cette approche absolument extraordinaire, cette approche sensible du monument. Je trouve ça incroyable. Alors, qu'est-ce que Marnotte n'a pas fait? Donc, si on se pose la question de ce que Marnotte n'a pas fait, on va voir un petit peu ailleurs. Là, on est à Athènes. Bon, très intéressant, la restauration de l'acropole, je trouve ça tout à fait remarquable. Mais on voit voilà, une option tout à fait différente où on va très loin dans la restitution d'émulation des monnaies nature. Autre travail, l'application, on pourrait dire, un petit peu dogmatique de la charte de Venise, muséographique, où on exhibe le fragment et on lit plus finalement la lacune que le fragment, où il manque, à mon avis, un peu cette notion de cohérence globale et de sensibilité. Quand on revient sur Marnotte, une des choses que je trouve extraordinaire, c'est ce traitement-là. Vous avez un chapiteau, là il avait son pilastre qu'il a plus ou moins reconstitué, et puis tout d'un coup, il a arrêté cette pierre, il a introduit un joint creux. On croirait vraiment un traitement complètement contemporain, c'est du 1825. Vous avez en regard ce qu'on a de l'autre côté de la voie. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'absolument incroyable. Alors cette porte, une fois nettoyée, la voilà. Donc une fois qu'on a protégé par du plomb, repris la protection supérieure, évacué l'eau, ici repris une protection plomb complète de l'archivolte, repris ici les entablements. Là on a les deux pierres qu'on a remplacées, les seules, avec ce petit remplacement-là. Donc c'est ça et ça qui a été remplacé. Tout le reste est laissé absolument intact. Et le ciment a été laissé et camouflé. On a travaillé avec le laboratoire ERM, François Racineux, qui nous a épaulés constamment, qui était très souvent sur les échafaudages. Les restaurateurs, c'était l'atelier Lithos. Et on a pu aller très loin dans cette volonté de dire on garde les choses absolument comme elles sont. Et je pense vraiment qu'il faut se poser la question d'un âge du métal dans les monuments historiques parce qu'on s'aperçoit qu'une protection très bien faite fait qu'il ne pleut plus sur le monument. Aujourd'hui, quand on va devant cette porte et qu'il pleut à verse, la porte est sèche. Donc ça, c'est une satisfaction. Alors voilà ces fameux caissons. Une fois qu'ils sont dégagés, là on voit mieux ce qu'il en est. Donc vous avez ici un vestige romain, ça c'est du Marnotte, ça c'est du Marnotte, tous les caissons sont Marnotte et là on repart sur le vestige romain. Et voilà, ça c'est romain, ici, ça c'est Marnotte, tout ça c'est Marnotte, et là on est... Voilà. Et puis l'interprétation. Alors, je pense que... Voilà, le Marnotte. Je crois que c'est intéressant de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un tel bonheur en 1825. Alors déjà, je pense qu'il y a le bonheur des commencements, c'est-à-dire on est entre l'abbé Grégoire, vraiment la première prise de conscience du patrimoine sous la Révolution, et puis Guizot, la création du service. Donc ils étaient libres comme l'air, pas encombrés de théorie, pas encombrés de tout ce qu'on a maintenant en tête. Donc ça, je pense que c'est un premier point. On a un architecte qui a agi en architecte, qui a fait un projet d'architecte, tout en ayant intégré finalement toutes sortes d'éléments
qui nous sont maintenant familiers et qui ont peut-être été un peu oubliés à certains moments du 19e siècle. Donc je dirais avant tout la sensibilité, la qualité des matériaux mis en œuvre. Je l'ai souligné pour le métal, on pourrait dire la même chose pour la pierre, ça a été tout à fait remarquable. La remise en ordre structurelle d'une modernité étonnante, puisqu'on se croirait presque avec ces tirants métalliques plus près des années 2000 que des années 1800. Donc remise en ordre structurelle visible avec des éléments visibles et tout à fait différents des éléments d'origine. La priorité absolue donnée à la conservation de la matière ancienne. Et puis, bon, cette sensibilité aux épidermes. Alors, je voudrais juste finir sur un petit mot de Stendhal à propos de l'arc de Titus qui a été restauré, pas si mal au demeurant, par Valadier à Rome, et qui était un démontage-remontage en conservant les pierres anciennes, mais en rajoutant pas mal de pierres modernes. Alors, voilà ce que Stendhal nous avait dit. Cet arc est le plus ancien de ceux qu'on voit à Rome. Il fut le plus élégant jusqu'à l'époque fatale où il a été refait par M. Valadier. Cet homme, au lieu de soutenir l'arc de Titus qui menaçait ruine par des armatures de fer ou un arc-boutant en briques, tout à fait distinct du monument lui-même, ce monument l'a refait. Il a osé tailler des blocs de travertin d'après la forme des pierres antiques et les substituer à celles-ci qui ont été emportées je ne sais où. Il ne nous reste donc qu'une copie de l'arc de Titus. Donc c'est tout de même tout à fait étonnant de voir que des grands écrivains comme Stendhal avaient cette sensibilité finalement assez proche de la nôtre au XXIe siècle, et que finalement, cette extrême sensibilité aux valeurs d'ancienneté a été un petit peu oubliée au fur et à mesure où la restauration se développait, peut-être aussi parce qu'on a restauré de mieux en mieux, mais je crois qu'il faut vraiment se poser la question des conditions dans lesquelles on peut conserver la matière ancienne. On ne peut pas toujours, on le sait, je crois que cet après-midi, je vais montrer un exemple tout à fait opposé à celui-ci, mais quand on peut le faire, effectivement, ça nous donne le sentiment de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et la matière ancienne ici, elle porte vraiment un sens artistique en elle-même, dans sa dégradation, ce qui n'est pas toujours le cas. À Besançon, on a un certain nombre de monuments du XVIIIe siècle qui, dégradés, sont très très laids, et on se dit qu'il faut absolument restituer l'amélioration, restituer les pierres. Mais ici, on a une valeur artistique qui est portée par la dégradation même de la pierre, et ça me paraît important. Voilà.